pas, etc. Donc on a parfois vu démanteler des dispositifs qui étaient plutôt efficaces et qui se sont retrouvés démantelés et nivelés par la base. Donc là il est temps vraiment de reprendre les choses autour de travaux type cahier des charges. On a une parfaite connaissance, en fait, en gros, ou en tout cas on sait globalement ce que souhaitent et ce dont ont besoin les médecins régulateurs en tant qu'efficacité, les moyens, la traçabilité, la géolocalisation, la lisibilité aussi. Donc il est temps peut-être de mettre noir sur blanc une sorte de cahier des charges national, de trouver un support législatif, réglementaire, de lui donner un support réglementaire de façon à ce que la qualité s'impose dans l'intérêt du patient et les ambulanciers sont demandeurs de qualité. Ok, alors on passe aux interventions dans la salle, il y en a plusieurs. Alors je vois ici, il a pris le micro déjà, c'est lui, il est malin. Allez-y Christian. Bonjour, donc là je voudrais, effectivement on est dans la politique, la conception, relations, etc. Puis je voudrais qu'on revienne un peu au pragmatique, parce que pour discuter avec certains de mes collègues imminents, on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, il y a une hétérogénéité aussi au niveau des forces de l'ordre, des directeurs de SAMU, de la relation, etc., sur la priorité de passage. Il me semble que quand je lis le code de la route, avec sa modification de 2007, à partir du moment où un vecteur intervient dans le cadre de l'urgence, et que c'est un ambulancier qui est à disposition exclusive du SAMU, il devient une IMH par extension, ça c'était une jurisprudence, et devient donc un vecteur prioritaire. Et se pose la problématique de savoir quand il est en urgence. Est-ce que vous pensez que le SAMU, quand il engage un moyen de transport sanitaire privé, le missionne toujours dans le cadre de l'urgence? Ou est-ce que les SAMU gère aussi à la marge la PO, ou peut-être plus, la PDS. Est-ce que on va prendre... Vous voulez répondre directement? Je prends 3 questions, par exemple, et puis on les répartit. Il y a quelqu'un juste à côté. Là, vous pouvez vous présenter à chaque fois? Oui, bonjour, Laurent Morgue, département 01. Moi, j'ai une question pour le SAMU de France. Pourquoi il y a 2 numéros en France pour traiter l'urgence, le 15 et le 18? Pourquoi, quand on fait le 18, on ne pourrait pas taper le 1, vous avez un problème sanitaire, et ça rebascule au SAMU avec des ARM et un médecin qui peut envoyer les secours. Vous tapez le 2, vous avez le feu et l'accident de la route. Merci. Alors, j'ai quelqu'un là, il faut faire un petit mouvement rapide. Il y a tout au fond, totalement au fond de la salle, il y a une demande d'intervention. Alors pour cette question-là, on passe aux réponses. Oui, bonjour, Monsieur You, je suis du CSA 44, donc en Loire-Atlantique. J'aimerais d'abord poser une question et après je vais vous expliquer un peu l'organisation de notre département. Mais surtout, début septembre, il y a une réunion entre SAMU de France, les sapeurs-pompiers et l'association des médecins urgentistes de France. Et une phrase m'a interpellé, qui a été dite par le colonel Faure, le représentant des sapeurs-pompiers, qui stipule « Nous considérons que le transport sanitaire ne relève pas de l'urgence ». Mais cette phrase est dite d'un commun accord. Alors j'aimerais savoir quand même la position du SAMU de France par rapport à cette phrase, qui est lourde de conséquences. Et j'aime bien le petit film, la petite présentation sur l'arrêt cardio-respiratoire. Je trouve qu'il est tout à fait symbolique. Taux de récupération, je le dis tous les ans, mais tous les ans, le chiffre ne varie pas, ou peu. 4% de taux de récupération des arrêts cardio-respiratoires. C'est dommage, parce que, alors que dans les autres pays industrialisés, on est plutôt autour de 10-15% minimum, tout simplement parce que vous oubliez un facteur essentiel, qui sont les ambulanciers, car au regard des sapeurs-pompiers, le maillage que nous offrons est bien supérieur. En effet, il suffirait, et c'est le cas de la Loire-Atlantique, parce que la Loire-Atlantique, le docteur Lambert on parlait des départements organisés, c'est le cas d'une autre, puisqu'on fonctionne, effectivement, on a toujours la tripartie, on fonctionne sur la géolocalisation, c'est-à-dire la géolocalisation, c'est ce qu'on appelle l'urgence hospitalière, et le délai d'intervention de 30 minutes, c'est de la permanence de soins. Donc le SAMU, puisqu'il y a une interconnexion passerelle informatique entre le lien Centaure 15 du SAMU
et notre propre régulation de déclenchement d'ambulance, à partir du moment qu'ils rentrent l'adresse, ils savent dans combien de temps ils peuvent avoir le véhicule. Résultat, le SAMU nous déclenche sur des arrêts cardio-respiratoires. Il n'y a pas très longtemps, moi-même, 40 km de ma base, je suis déclenché parce que mon véhicule est à proximité. Le patient, 3e choc, le SAMU arrive, injection d'adrénaline, récupérer sans séquelles, tape de coro direct. Ça, c'est pour une pathologie. On peut en parler de l'AVC. Alors moi, j'aimerais qu'on mette le patient, effectivement, au milieu du débat, hein, et aidez-nous, aidez notre profession à s'équiper avec des défibrillateurs. Nous, on l'a fait dans notre département sans aucune subvention. 99% des ambulanciers adhèrent à l'association. 120 véhicules sont équipés de défibrillateurs et on participe réellement à l'aide médicale urgente. Donc voilà. Merci. Je pense que vraiment ça peut être une solution pour notre profession et le patient y gagnera. Merci. Alors, Dr Braun. Alors, je vais essayer de répondre un petit peu à tout ça. La première remarque que je veux faire, c'est qu'Éric Faure parle au nom de la FNSP, il ne parle pas en mon nom, je ne parle pas en son nom, donc il peut dire tout ce qu'il veut. Voilà, hein, qu'il ait fait une telle déclaration, peut-être, quand il dit que c'est d'un commun accord. Moi, je n'ai pas dit que c'était d'un commun accord, et je ne dirais pas que c'est d'un commun accord avec lui. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai au nom de SAMU Urgence de France. C'est ni en commun ni en accord. Voilà, peut-être. D'accord. Je voudrais revenir sur un point, et ça va faire un petit peu le lien. Vous disiez tout à l'heure, le patient ne choisit pas. C'est une erreur, le patient choisit, et c'est bien ça le problème. Et M. Kervasdoué tout à l'heure parlait de son expérience, il a choisi en faisant 18. Voilà, il n'a pas fait le 15. Or, je crois qu'il faut qu'on soit maintenant très clairs les uns et les autres sur cette différence entre ce qui est du secours et ce qui est du soin. Nous sommes ici, avec les entreprises de transport sanitaire, c'est du soin. Le soin, c'est le 15 actuellement en France. Le secours, il y a le feu, il y a un accident, il y a quelqu'un qui s'est noyé, c'est 18. Arrêtons d'avoir en permanence ce discours un petit peu flou en disant « nous sommes aussi responsables, hein, pendant longtemps on a présenté les SAMU comme des services de secours ». Non, nous ne sommes pas des services de secours. On veut nous entraîner dans un congrès sur le secours. Nous ne sommes pas du secours, nous sommes un service de soins. Et en tant que service de soins, nous dépendons du ministère de la Santé, et nos partenaires du ministère de la Santé sont les transporteurs sanitaires. Voilà la réalité des choses, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Il y a en France le secours, c'est autre chose. C'est très bien que le secours ait un autre numéro. Je milite pour qu'il garde un numéro du secours. Mais nous ayons un numéro du soin qui est, qui sera pas commun avec les médecins généralistes puisque un tel choix a été fait. Mais cela rejoint cette notion globale de plateforme de régulation médicale avec à l'intérieur la médecine d'urgence, la permanence des soins, les urgences toxicologiques, etc. Et la régulation de ces fameux réseaux de soins ou réseaux de santé dont parlait M. Kervasdoué tout à l'heure. Je crois que reprenons notre cœur de métier, c'est le soin, et j'aime bien quand on parle de centrer autour du patient. Là, nous sommes vraiment centrés autour du patient. À partir du moment où nous serons clairs là-dessus, déjà pour tout ce qui appelle choix du patient, nous dirons genre vous avez besoin de soins, vous avez besoin d'un docteur, vous avez besoin d'une ambulance, vous faites tel numéro. Il y a un accident, il y a un feu, il y a quelque chose, vous faites tel autre numéro. Les gens le comprendront très bien, il n'y aura pas besoin de leur expliquer longtemps. C'est la marge entre les deux et la confusion qui peut être entretenue par beaucoup, d'un côté comme de l'autre, sans cibler forcément personne, qui est importante. Vient ensuite toute la problématique, et vous l'avez bien élaborée dans le 44, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? En tout cas, nous, qu'est-ce que nous demandons en tant que SAMU pour que nous puissions travailler avec les transporteurs sanitaires? Parce que j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Vous n'êtes pas égaux dans la réponse, je suis désolé de le dire. Mais ça, vous le savez. Tous les transporteurs sanitaires, alors c'est une obligation de faire de l'urgence, mais tous veulent-ils faire de l'urgence? Tous se donnent-ils les moyens de faire de l'urgence? Et tous peuvent-ils faire de l'urgence? Nous, nos exigences, elles sont simples. On a des exigences de qualité. Qualité de l'équipe qui intervient. Comment elle est formée? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Quels sont ses moyens techniques? Ces moyens techniques sont-ils opérationnels? Je ne donne pas les exemples que nous avons régulièrement d'intervention avec du moyen qui n'est pas opérationnel. Voilà des choses qui sont importantes pour nous. Et ensuite, d'où vous êtes? D'où vous partez? Cette géolocalisation, elle est indispensable si on veut pouvoir travailler ensemble de façon efficace. Les sapeurs-pompiers mettent en avant qu'ils interviennent en 12 minutes 30 partout en France. Peut-être, moi je ne remets pas en cause. Vous me dites, vous êtes mieux implantés que les casernes de sapeurs-pompiers. Ok, dont acte. Mais il faut qu'on puisse savoir où vous êtes. Parce que vous n'êtes pas dans la caserne à attendre que ça sonne. Vous avez d'autres missions, vous tournez, vous revenez depuis les hôpitaux. Vous pouvez être disponible. Il faut qu'on sache où vous êtes, il faut cette géolocalisation. Une fois qu'on aura ça,
du personnel compétent avec du matériel qui fonctionne et dont ils savent se servir, qu'on sait localiser, ce sera très bien. Est-ce notre rôle ensuite de le faire? Je crois que on parlait tout à l'heure du rapport IGAS-IGA. Ce rapport IGAS-IGA met en avant le coordonnateur ambulancier au niveau des SAMU Centre 15. Il faut que vous soyez à côté de nous dans les centres de régulation médicale, que vous soyez physiquement, que vous y soyez de façon virtuelle par la technique et les logiciels, mais il faut être là. Et on se rend compte partout, ça a été mis en place, que quand vous êtes là, quand vous êtes à la régulation médicale, les choses s'apaisent, s'arrangent, c'est beaucoup plus simple, on sait à qui on a affaire et tout le monde marche mieux. Merci. Je reprends 2-3 questions, s'il y en a. Oui, excusez-moi, je rebondis un petit peu. Attendez, je ne l'ai pas vu. Vous êtes où? Là, c'est toujours moi. Ah non, mais là, ça ne va pas. En haut. Ah, vous êtes là-haut. Ouais, non, mieux là-haut. Parce que là, allez-y. Je rebondis sur ce que vient de dire le docteur Braun. Effectivement, mettre le coordonnateur ambulancier au sein de la régulation, mais vraiment au sein, c'est fondamental. C'est la première chose. Mais vraiment, sur la géolocalisation, on le voit bien, ça fonctionne. Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'avec la réforme 66 que veut mettre en place l'ARS, on ne fait plus la différence entre la PDS, qu'on appelle la permanence de soins, et l'urgence hospitalière. On parle d'urgence hospitalière avec un délai d'intervention de 30 minutes. Sérieusement, c'est pas possible. L'urgence hospitalière, c'est clairement la géolocalisation avec la remontée des horaires du départ du véhicule, de l'arrivée sur le lieu, du départ des lieux et de l'arrivée à l'hôpital. Et là, vous verrez, vous avez un maillage que même les sapeurs-pompiers n'auront pas. Merci. D'autres questions dans la salle? Je prends les 2 dernières parce qu'après, on va passer à autre chose. Alors, j'ai 2 questions. J'ai une personne ici et une autre personne là. La troisième, vous avez déjà posé une, non? Non? Eh ben donc, d'accord. Non, mais on prend ces 3-là et après, on met un terme à ce débat. Bonjour, Rémi Garnier, je travaille dans le département du Var. Donc je suis content aujourd'hui, j'entends plein de compliments sur l'efficacité des ambulanciers. On a besoin de nous, c'est ce que j'entends. On a besoin d'un ambulancier en salle. Moi, je suis coordonnateur dans mon département où on a mis ce système en place. Je travaille régulièrement avec le SAMU, donc je fais des permanences au moins une fois par semaine. Et je m'aperçois qu'on est indispensable souvent pour aller faire des urgences dans des délais de 3/4 d'heure, 1 heure. Donc je rejoins mes collègues, c'est plus la permanence de soins que de l'urgence. On met en place des véhicules dédiés SAMU qui sont sur secteur et qui sont prêts à partir en intervention, comme les pompiers. Je vois qu'on n'est pas plus sollicité pour faire des urgences vitales, mais plus pour aller faire de l'urgence psychiatrique. Et on devient indispensable pour aller faire l'HO ou l'HDT parce que le pompier ne veut pas aller la faire. Donc j'entends beaucoup de compliments aujourd'hui, j'ai l'impression que je le perçois comme ça, mais dans les faits, je ne le ressens pas. Ok, merci. Deuxième question, elle était... Oui, enfin, c'est comme vous voulez. Elle était là-haut dans l'ordre d'apparition à mon écran, en tout cas. Allez-y. Bonjour, monsieur Tétard du Nord. Donc nous, on a mis en place depuis 5 ans la géolocalisation, Matou, Télis, etc. depuis l'année dernière, 2 ans maintenant. Donc on est aux normes, on est formé, on fait appel aussi à médecins, SOS médecins pour nous former tous les ans notre personnel, pour les mettre les nouvelles techniques en place afin qu'elles soient au top. Et souvent les dimanches, on est disponible sur le secteur, sur 2-3 secteurs, et on est là, on attend. Et on voit tous les VSAV qui passent. Et pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est 10, 15 VSAV, et nous on n'est jamais appelés. Donc nous, alors forcément, eux, s'ils sortent pas, c'est pas un problème économique. Nous, on a mis en place des moyens, on s'est formé pour ça, on a mis du personnel en place, et résultat, malheureusement, on est une entreprise, ça il ne faut pas l'oublier, parce qu'on joue sur 2 plans différents. Hein. Un qui est, on va dire, globalisé, s'ils sortent ou ils sortent pas, ça n'a pas trop d'incidence sur leurs revenus, et par contre, nous, oui, ça a une énorme incidence, et là, on se dit, mais depuis la petite enfance, hein, c'est le turlo 18 qu'il faut faire, le code de la route, on nous dit, bah, l'ambulance, surtout pas laisser passer, mais les pompiers, c'est les pompiers. Donc il y a tout un changement d'image à donner, c'est ce que je disais ce matin quand je suis intervenu pour l'image de l'ambulancier professionnel. Et malgré tous les efforts qu'on fait, toutes les mises à jour, tout, ça ne bouge pas.
Et ça fait des années qu'on vient ici, et à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a les solutions, on nous dit qu'il faut trouver des solutions financières, on sait que les pompiers ça coûte plus cher, l'ambulance moins cher, mais on fait quand même appel aux pompiers, on dit que le taxi est plus cher, le VSL est moins cher, on groupe les gens pour les amener chez eux et on favorise sur les taxis, donc à un moment donné il y a un non-sens, alors j'ai peut-être pas toutes les connaissances, je n'ai pas fait des hautes écoles, mais au jour le jour sur le terrain, voilà ce qu'on ressent, les petits ambulanciers.